Merci d'être là pour suivre ce premier atelier participatif distanciel sur l'agriculture et les enjeux autour des professions agricoles et de l'économie en milieu rural, de l'environnement. Nous avons souhaité effectivement faire ce premier atelier ce soir en rassemblant autour de nous un certain nombre de personnes, d'acteurs du monde agricole et de la ruralité, et puis des représentants des forces qui seront engagées au niveau régional. Avec les élus de l'Anjou en Action, les élus solidaires, écologistes et citoyens au département de Maine-et-Loire, nous avons engagé il y a quelques mois maintenant une grande démarche participative qui, compte tenu de la période et de la crise du Covid, a été un peu plus souterraine sur les dernières semaines. Et nous avons souhaité engager une grande démarche participative avec des groupes de travail et puis aller vers des forums ouverts et citoyens. Nous avons un objectif et une règle du jeu extrêmement claire. Au-delà des forums et des groupes de travail qui vont se réunir, toutes les personnes qui vont participer et qui vont contribuer, s'inscrire à cette démarche programmatique, auront la possibilité de voter les mesures que nous présenterons devant chacun de nos concitoyens en juin 2021 au moment des élections départementales. C'est une règle claire que nous fixons parce qu'on parle beaucoup de démocratie participative ici et là, mais nous pensons que si on veut que les personnes qui sont concernées par les politiques publiques soient véritablement partie prenante, ce n'est pas uniquement des groupes de travail qu'on doit constituer, c'est important, mais c'est aussi le fait que chacun puisse décider des mesures qui le concernent. Alors ce soir, sur cet enjeu agricole, nous avons réuni deux responsables associatifs, Monsieur Jean-Louis Lecourbe, qui est représentant et bénévole de l'association Terre de Liens, qui est une association qui intervient pour permettre l'installation des agriculteurs sur le foncier. Je vous remercie d'être là ce soir. Également Henri Roulier, que beaucoup dans le secteur agricole connaissent de longue date, qui est bénévole et coordinateur de l'association Solidarité Paysan, qui accompagne des agriculteurs qui connaissent des difficultés et qui interviennent pour essayer de soulager les précarités dans le monde rural et dans le monde agricole. Et puis, parce que l'agriculture est une compétence qui, depuis 5 ans maintenant, est d'abord une compétence exercée par la région, assumée par la région, il nous paraissait important de se dire, mais voilà, OK, il y a des enjeux forts dans le monde rural, et notamment en Maine-et-Loire, mais comment on arrive à faire converger les actions des différentes collectivités? Comment on arrive à réfléchir une action convergente associant le département de Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire? Il y aura au moment des élections régionales plusieurs listes qui sont en lien avec l'activité de notre groupe au département. Et nous souhaitons, à notre niveau, organiser aussi une réflexion plutôt large et une réflexion ouverte avec tous ceux avec lesquels on en serait amené à travailler demain avec une autre majorité à la région des Pays de la Loire. Et donc, pour cela, nous avons effectivement invité Jean-Louis Béliard, qui est premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Maine-et-Loire et j'allais dire représentant quelque part de la liste et de la dynamique qui est engagée par Guillaume Garot et l'ensemble de ses partenaires. Nous donnerons ensuite la parole à Stella Dupont, qui a été conseillère départementale, conseillère régionale et qui est aujourd'hui députée de la 2e circonscription de Maine-et-Loire, qui a également été agricultrice par le passé et qui est députée de la majorité présidentielle. Puis enfin, Arash Saïdi, qui est le représentant et le responsable de Génération de Maine-et-Loire, le parti de Benoît Hamon, et qui est engagé dans le pôle écologiste avec les Verts, Mathieu Orphelin et un certain nombre d'autres forces également qui s'engagent dans cette bataille des régionales. C'est important pour nous de faire vivre aussi la diversité des points de vue, parce que au-delà des différences partisanes, ce qui est important, c'est aussi de bien réfléchir et de bien adapter les politiques publiques qui concernent chacun. Je m'arrête là, je vais laisser la parole à Brigitte Guglielmi, qui est conseillère départementale du canton des Ponts-de-Cé
est engagé au sein de la commission agriculture et environnement au département. Merci Grégory. Bonjour à tous. Merci aux intervenants qui sont présents et puis à ceux qui suivent peut-être en direct ou en différé sur Facebook. Moi, je vais faire une petite présentation de l'agriculture en Anjou et aussi au niveau régional et puis particulièrement après sur les actions qu'on peut mener dans le cadre de nos compétences. Donc, on a sur le département et sur la région une agriculture extrêmement riche qui représente un nombre d'exploitations assez importantes, même si elle est en baisse. On a sur le département environ 6000 exploitations, dont 900 en agriculture biologique. Sur la région, on est autour de 250 000 exploitations et 3000 en agriculture biologique. Ça représente quand même un chiffre d'affaires de pratiquement 6 milliards en région, enfin sur la région des Pays de la Loire, et 1,6 milliard sur le département. On a sur le département une diversité qui est très importante, aussi bien sur la production végétale, due au climat sans doute, et puis aussi à la richesse géologique, voilà, qui va aussi bien de la vigne à l'arboriculture, aux semences, aux céréales, maraîchage, l'horticulture, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et puis aussi des productions animales qui est très présente, et particulièrement en bovin et en volaille. On est d'ailleurs le 3e département en France en termes de position en agriculture, et la région doit être, je crois, en 5e position. Comme l'a dit Grégory Blanc, nous n'avons plus au département la compétence agriculture qui est passée depuis la loi NOTRe en 2016 à la région, qui d'ailleurs a également la compétence économique, environnementale, formation, aussi sur l'aménagement du territoire à travers, par exemple, le SRADET, la gestion de l'eau, et qui gère aussi les fonds européens du FEADER. On a des enjeux qui sont importants sur notre secteur, d'ailleurs partout en France, d'abord d'un point de vue économique, sur les difficultés que rencontrent les exploitants agricoles. On a un problème, on a des enjeux aussi au niveau environnementaux, et puis par rapport au changement climatique et aux ressources en eau. On a des enjeux aussi sur la baisse d'exploitation, et puis le vieillissement aussi des exploitants, enfin des chefs d'exploitation, et puis aussi des enjeux importants sur le foncier, et donc l'aménagement du territoire. Je vais peut-être commencer par justement cette problématique de foncier et d'aménagement du territoire. On se doit d'avoir des exigences assez claires et assez ambitieuses par rapport à cet aménagement pour permettre la pérennisation de l'agriculture. On a un département qui est très attractif, et donc on a une demande importante d'habitat. On a aussi un développement, on va dire, galopant de l'urbanisation, tant en infrastructure, sur des infrastructures routières, par exemple, sur des zones artisanales, sur des piscines, enfin toutes sortes de projets qui peuvent pousser ici et là. Et puis, on a aussi à préserver nos paysages qui sont atypiques. Je pense à la vallée de la Loire, par exemple, ou aux basses vallées angevines, où
où l'élevage est très important et a façonné nos paysages. Et donc des enjeux importants sur la maîtrise foncière et donc sensibiliser, les élus à cette, l'importance de cette maîtrise et liée aussi, à la SAFER. Je parlais tout à l'heure du vieillissement, des chefs d'entreprise, des chefs d'exploitation et aussi des baisses, importantes ces dernières années. Alors, il y a eu une baisse importante des exploitations, de moindre importance sur, l'emploi et aussi sur les surfaces agricoles, puisque les exploitants se sont aussi regroupés en GAEC. Les Le matériel, est plus performant. Il y a aussi la robotisation qui a fait qu'il y a aussi, moins qui permet de cultiver des plus grandes surfaces avec moins de personnes. On a un point de vigilance aussi quant à faciliter, l'implantation de porteurs de projets. La chambre d'agriculture, travaille là-dessus. Il faut savoir que les il y a 50 de plus de 50 ans, qui sont, actuellement, qui vont bientôt, envisager la reprise, mais il y a que sur ces personnes-là, il y a que 40 qui ont déjà anticipé cette reprise. Et il y a 40 qui n'ont pas du tout anticipé. Donc faut vraiment travailler là-dessus. La chambre d'agriculture y travaille, sur des actions, par exemple, comme, l'immersion ou le parrainage, de jeunes, et de nouveaux porteurs de projets, ce que faisaient d'ailleurs les SIAP, depuis très longtemps. Les SIAP, ce sont les coopératives d'installation d'agriculture paysanne, je crois. Voilà, donc sur des aspects environnement et changement climatique, c'est évident qu'on doit avoir une agriculture, durable, tant sur, les aspects de l'eau, aussi bien la raréfaction, de la ressource, par rapport aux pollutions aussi qu'elle engendre sur, les eaux, de rivières. Et on a aussi à tendre, vers, pas une suffisance, mais au moins une indépendance, de notre, système, alimentaire. Et on doit aller bien sûr vers puisque c'est une demande, vers une agriculture de qualité, avec des produits de qualité et des produits, plus économes, en eau et pour, préserver bien sûr, évidemment la biodiversité. Voilà, j'ai parlé du foncier, du vieillissement et donc sur l'aspect économique et les conditions, des agriculteurs, les conditions, difficiles que rencontrent les agriculteurs, il va nous falloir, favoriser, la vente directe, les circuits courts, la transformation à la ferme. Des accords, plus favorables, pour les agriculteurs avec, l'industrie agroalimentaire, avec les coopératives et puis avoir aussi, des pratiques, d'achat aussi bien pour les consommateurs, que, à travers les marchés publics pour, les élus ou les décideurs. Avoir des pratiques d'achat aussi, plus raisonnées, sur ces aspects-là. On a, sur le département, comme je vous disais, nous n'avons plus, la compétence, agriculture, mais on peut aussi agir et donc je vais pas vous assommer d'abord parce que j'avais 10 minutes pour intervenir, je vais pas vous assommer de chiffres, mais, on a quand même des actions qui sont quand même un peu en lien avec nos compétences que sont l'environnement, la solidarité et par exemple, on subventionne, la chambre d'agriculture
pour mener des actions de prévention, enfin en faveur des produits locaux, par exemple, sur les collèges, en faveur aussi de la biodiversité dans les ENS, par exemple, et un travail aussi qu'ils doivent faire sur la gestion des ressources en eau, aussi au niveau qualitatif. On a aussi, on aide les associations, pour certaines, les associations d'élevage, les associations aussi qui travaillent auprès des agriculteurs en difficulté. On aide aussi les syndicats et les associations d'éleveurs, et puis sur des manifestations et des événements comme autour de la viticulture et de l'élevage sur le département. Voilà, en gros, on a un soutien à la valorisation aussi des actions sur les territoires répondant donc à nos compétences. Voilà, donc je vais donc passer maintenant la parole au représentant de Terre de Liens, Jean-Louis Lecombe, qui Lecourbe. va Lecombe, oui, Lecourbe, pardon, excusez-moi. Lecourbe. C'est pas Lecourbe, grave. oui, excusez-moi, Ok. qui va présenter donc l'activité de cette association et les enjeux qui vont autour de ça. Présenter aussi les besoins peut-être des professionnels et ce qu'il attend aussi des élus. Je vous laisse la parole. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, mon intervention va peut-être paraître être un catalogue, mais j'ai essayé de rien oublier. Donc, en introduction, il faut dire qu'à Terre de Liens, on travaille à l'émergence d'une agriculture dite paysanne, que l'on pourrait opposer à une agriculture industrielle ou quasi-industrielle, c'est-à-dire une agriculture où les choses sont calées d'avance, où tout est programmé et mécanisé. Et puis, on travaille aussi à l'installation en agriculture biologique. Ce sont les deux piliers de notre action. En agriculture paysanne, les exploitations sont de taille raisonnable, donc nombreuses. Ça crée de l'emploi, ça fait vivre la campagne, ça permet des solidarités, le partage d'expériences et le partage de moyens, sans exclure le progrès, évidemment, pour faciliter le travail et améliorer les productions, dans la mesure où le paysan ou la paysanne garde la maîtrise des process de production et des choix de production. L'agriculture biologique, c'est donc le second pilier essentiel de notre engagement pour le respect de la fertilité durable des sols, le bien-être animal, la qualité alimentaire des productions. On constate beaucoup, à notre niveau, de dysfonctionnements dans l'activité agricole qui sont dommageables aux agriculteurs, aux sols, aux animaux, autant aux animaux d'élevage qu'animaux sauvages. La valeur ajoutée est inégalement répartie entre producteurs, transformation et distribution. La loi Egalim, sur laquelle beaucoup d'éleveurs comptaient, a été contournée, n'est pas respectée. Donc là, il serait temps d'y remédier. Et à ce sujet, nous avons milité pour que la politique agricole commune, la fameuse PAC, soit, disons, verdie et surtout aussi prenne en compte les problèmes des producteurs. Les prix trop bas au départ ferme imposent aux agriculteurs de produire plus, donc avec plus de travail, avec plus d'endettement, conduisent certains vers des aventures énergétiques que l'on connaît pour compenser le revenu, et cela entraîne aussi des suicides. Ça, c'est un drame que l'on rencontre trop fréquemment dans l'agriculture. Produire plus demande aussi plus de surface agricole. Les exploitations s'agrandissent, sont donc moins nombreuses, deviennent difficiles à transmettre, sauf à de gros moyens financiers, des sociétés financières, avec un travail à façon intégrale,
ou parfois ce sont de gros agriculteurs qui ont réussi, qui reprennent aussi les exploitations dont les preneurs vont à la retraite. On redoute cette dérive où la finance prédatrice s'intéresse à la terre, alors que, selon nous, la terre est un bien commun. Le foncier agricole est rare, non extensible, non renouvelable. La fertilité des sols se dégrade avec l'intensification et la disparition d'élevage à l'herbe. Ces soucis sont de plus en plus partagés par les citoyens. L'élevage bovin en particulier, qui théoriquement est garant de la fertilité des sols, est en grande difficulté. Donc peu de jeunes s'engagent dans l'élevage bovin et on observe son abandon au profit de cultures céréalières ou industrielles qui épuisent doucement mais sûrement la terre nourricière. D'autre part, la concurrence des usages entre les besoins d'espace, de calme, de nature des urbains face à l'activité de production agricole intensive amène à une contestation des pratiques agricoles qui est dommageable à tous. Les agriculteurs se sentent mal aimés et les urbains se sentent rejetés. Donc voilà quelques considérations qui sont un peu pessimistes, si on peut dire, mais cela nous conduit à être engagés sur une autre agriculture dans des associations ou des sociétés foncières alternatives. Terre de Liens a ainsi créé une société foncière nationale et en Pays de la Loire, nous avons créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Passeurs de Terre, qui a été créée avec l'appui d'élus que nous remercions au passage. Cette société coopérative d'intérêt collectif, Passeurs de Terre, achète et met à bail des fermes de la même façon que la société foncière Terre de Liens nationale le faisait jusqu'à maintenant. Le prix et les moyens d'accès au foncier agricole sont un des nœuds du problème agricole. Une loi foncière est nécessaire et attendue qui devrait permettre plus de contrôle des transactions foncières par les SAFER. À ce niveau-là, nous attendons beaucoup des élus pour que cette loi foncière advienne. Le prix des produits agricoles conduisent les paysans Terre de Liens vers la vente directe et la transformation à la ferme, afin de capter plus de valeur ajoutée. À ce niveau-là, nous attendons que leur production soit de plus en plus accueillie dans la restauration scolaire. Cela demande une organisation, mais malgré tout, c'est une issue intéressante pour les producteurs. On travaille avec, évidemment, les élus pour sauvegarder des terres près des agglomérations et remettre en culture des friches. À l'Île-Dieu, par exemple, on a remis en culture des terres qui étaient en friche depuis de longues années et ça permet d'installer, entre autres, par exemple, des maraîchers. À différents niveaux politiques, on développe un argumentaire en faveur d'une loi foncière, d'une politique agricole commune basée sur les travailleurs plutôt que sur les surfaces. Là, je m'explique. Actuellement, les compensations PAC, qu'on appelle les primes PAC, sont distribuées en fonction des surfaces exploitées, ce qui amène évidemment beaucoup d'agriculteurs qui le peuvent à acheter de la terre sans forcément avoir le souci de la bien exploiter. Et alors que si on avait une politique agricole commune, donc des primes PAC basées sur le nombre de personnes travaillant sur la ferme, eh bien ça paraîtrait à nos yeux beaucoup plus juste. On travaille aussi sur l'objectif zéro artificialisation des terres agricoles. Là aussi, eh bien, on est souvent alerté par les élus qui, malgré tout, ont toujours une vocation d'aménageurs. Or, ces aménagements, ces routes, ces zones pavillonnaires et autres se font toujours en concurrence avec la terre agricole. Donc là, aujourd'hui, il est vraiment à l'ordre du jour de sauvegarder la terre agricole. Nos sociétés foncières donc alternatives, comme la foncière Terre de Liens ou la foncière donc Passeurs de Terre, achètent des fermes avec les moyens mutualisés des membres des associations soutenantes. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on
se cotisent pour acheter de la terre ou acheter une ferme. En général, et là c'est un peu notre méthode de travail, l'action part du porteur de projet agricole. Son projet est validé par les experts des associations et le parcours légal qui conduit à l'installation, pendant que les membres des associations réunissent les fonds en souscrivant des actions dans les coopératives foncières ou les sociétés foncières. Il nous arrive d'avoir à acheter la ferme d'un agriculteur biologique qui nous appelle au moment où son propriétaire manifeste son intention de vendre. Dans ce cas, il faut se dépêcher de rassembler les fonds afin de lui permettre de rester en place sur son exploitation, donc de, disons, garantir sa carrière et puis de consolider la production biologique. Notre coopérative foncière est reconnue ESUS, c'est-à-dire économie solidaire. Et bientôt, avec l'appui, là aussi, des élus, sera reconnue SIEG, c'est-à-dire Service d'intérêt économique général. Ça permettra donc aux personnes qui achètent des actions d'avoir un rescrit fiscal. L'association Terre de Liens Pays de la Loire fonctionne à partir de subventions à différents échelons, renouvelées chaque année, selon la bonne volonté des élus et en fonction aussi des projets que l'on présente. Un certain nombre d'entreprises aussi, dans le cadre d'un partenariat, disons, contribuent à assurer notre budget. Parallèlement à l'association Terre de Liens Pays de la Loire et Terre de Liens National, il existe une fondation Terre de Liens qui reçoit des dons et des legs. Donc, pour conclure, on peut dire que ce système privilégie l'action collective, la proximité entre paysans et citoyens, et une agriculture paysanne nombreuse, garante d'une dynamique rurale renouvelée et d'une alimentation de proximité. Nous sommes heureux de susciter l'intérêt, la participation, le soutien des élus locaux et nationaux sur nos projets et entre autres sur ce dont je viens de parler. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lecourbe, de cette présentation à la fois de l'association, mais à travers l'action de Terre de Liens, préciser aussi un certain nombre d'enjeux, et vous l'avez dit, comment aujourd'hui on arrive à favoriser effectivement l'installation de jeunes en milieu rural. Il y a l'action de Terre de Liens, il y a aussi d'autres associations qui contribuent, mais de permettre à tous les profils aussi de pouvoir s'installer. Et puis aussi de réfléchir à l'usage des terres. L'usage des terres pour éviter les friches, et notamment en milieu périurbain, vous l'avez dit, peut-être même en milieu urbain, dans certains endroits, pour permettre effectivement que les terres ne soient pas laissées à l'abandon, mais soient utiles à la population. C'est un enjeu extrêmement fort, le foncier. On y reviendra tout à l'heure en laissant la parole à l'ensemble des représentants des listes régionales. Et puis, j'ai envie de tout de suite, maintenant, laisser la parole à Henri Roulier, qui est le coordinateur, je le rappelle, de Solidarité Paysan, qui est une association qui accompagne, tu vas le dire mieux que moi, Henri, une association qui accompagne les agriculteurs en précarité, en difficulté, et l'ensemble de ceux qui souffrent de difficultés en milieu rural principalement, mais pas que. Peut-être y a-t-il aussi des exemples en milieu périurbain. En tout état de cause, comment on arrive à faire en sorte qu'il continue d'y avoir de la vie dans des territoires qui, quelquefois, sont de plus en plus isolés. C'est une question importante pour nous parce que, je le rappelle, la collectivité départementale, c'est celle qui a comme compétence les solidarités à l'encontre de ceux qui peuvent connaître des ruptures de parcours à un moment ou à un autre, mais aussi la collectivité qui a comme compétence les solidarités territoriales. Comment on arrive à, j'allais dire, favoriser la lutte contre les inégalités
d'un territoire à l'autre. Ce ne sont pas de petites questions, et c'est aussi ça, ce soir, que nous voulons poser. Je te laisse la parole, Henri. Merci et bonsoir à tous. C'est vrai que lorsqu'on parle de solidarité, c'est important de le signaler, puisque lorsque l'association a été créée il y a maintenant un peu plus de 30 ans, ça s'appelait SOS Agriculteurs en difficulté. Et il y a depuis une quinzaine d'années, ça a été changé, son titre a été changé pour une orientation plus positive qui était la solidarité paysan. Solidarité paysan que l'on retrouve dans à peu près 70 départements français, qui a des structures assez légères, aussi bien au niveau régional, au niveau des Pays de Loire et ou au niveau national, et qui s'appuie sur, dans certains départements ou régions, sur des salariés dans certains cas, et dans tous les cas aussi sur des bénévoles qui participent à l'accompagnement auprès des agriculteurs en difficulté. Si on prend l'exemple du Maine-et-Loire, eh bien, c'est environ 40 à 50 bénévoles potentiels pour accompagner les agriculteurs qui ont des difficultés. C'est aussi un conseil d'administration qui est, je dirais, très divers dans sa composition, puisque nous avons à l'intérieur, disons, de ce conseil, aussi bien donc, des agriculteurs en activité, mais malheureusement, ils sont peu nombreux, des agriculteurs retraités, ainsi que des personnes autres, par exemple, nous avons un juriste retraité, nous avons 2 vétérinaires retraités, un technico-commercial, et même une greffière qui récemment est venue se proposer comme bénévole et qui accompagne, disons, des agriculteurs. Donc, c'est assez divers au niveau, disons, de l'animation. Mais l'animation de solidarité paysan repose d'ailleurs sur les bénévoles et n'intervient auprès des agriculteurs seulement sur leur appel. Quelquefois, c'est vrai, nous avons des personnes, des voisins, des parents même qui s'interrogent en disant on voit quelqu'un qui est en difficulté, qu'est-ce que l'on peut faire? Et moi, je suis obligé de leur répondre que s'il n'y a pas d'appel de l'agriculteur concerné, on ne peut pas aller directement chez lui en disant bon, on est là pour apporter une aide. Il faut absolument qu'il y ait une démarche de l'agriculteur concerné. Et car dans les idées de force, en fait, eh bien, accompagner, c'est soutenir, c'est la personne, avec les moyens de l'association pour avec donc des bénévoles, avec d'autres personnes si nécessaire. On peut s'entourer d'aide, soit dans certains cas de comptables, soit d'autres des assistantes sociales. C'est aussi accueillir tous les agriculteurs sans exclusivité, quelle que soit quelle que soit disons, leur production, quelle que soit leur dimension, quelle que soit, je dirais, leur philosophie. Que ce soit, disons, des exploitants qui ont des droits à produire relativement importants. C'est nous est arrivé d'accompagner des personnes qui ont des droits à produire en lait. Pour certains, ça pourra donner une idée de plus de 800 000 litres de lait. Et d'autres, eh bien, des petits maraîchers qui ont même pas 2 hectares à travailler. Mais là, on n'y fait pas, on accueille, je dirais, tout le monde sans exclusivité et sur une orientation quand même que l'on souhaite, qui est d'une part aller, tout à l'heure il a été évoqué l'agriculture durable, et bien c'est aussi dans cet esprit-là que l'association avait été créée, c'est dans cet esprit-là que ça perdure, disons, à ce niveau. C'est aussi, autre point important que lorsqu'on accompagne des agriculteurs en difficulté, c'est respecter la confidentialité. Que ce soit aussi bien pour les bénévoles ou les salariés quand il y en a. C'est vrai aussi avec certains partenaires que l'on a, car si on veut qu'il y ait une certaine confiance qui s'établisse entre les uns et les autres, entre les agriculteurs concernés, plus et les bénévoles et quelquefois d'autres personnes, ça nécessite que chacun joue carte sur table et permette de se dire franchement les choses, mais en se le gardant, je dirais, autour de la table dans un premier temps. L'accompagnement aussi se fait non pas seulement sur l'exploitation. C'est vrai que souvent on parle, disons, de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. On est là, et c'est sans doute ce qui nous différencie avec
d'autres associations, enfin au moins une autre association du département et dans certains autres départements d'autres associations, où on ne s'arrête pas seulement sur l'exploitation. Pour nous, c'est bien une démarche, la prise en compte, disons, d'une situation globale. Il faut bien regarder, d'une part, bon, l'exploitation, que ce soit aussi bien au niveau technique, financier, économique, mais aussi avec ce qui fait l'environnement de cette exploitation. Alors que ça peut être, disons, les coopératives, ça peut être des fournisseurs de produits, ça peut être, mais c'est aussi la famille, l'épouse ou les enfants ou la compagne, disons, tout. Et c'est vraiment l'ensemble, disons, de ces personnes qu'il faut prendre en compte si on veut avancer, disons, dans une réflexion assez large qui permette de sortir les personnes de leurs difficultés. C'est aussi lutter contre l'exclusion et la fragilité, puisqu'en fait, lorsqu'il y a des difficultés, les personnes ont tendance à se replier sur elles-mêmes, à ne plus avoir de contact, et on en rencontre des personnes qui n'ont pas de contact avec l'extérieur pendant, je dirais, des semaines. Et que ce soit aussi bien au niveau physique ou même ne serait-ce que par les courriers, soit parce que d'abord il y a très peu de courriers qui arrivent, soit parce que même s'il y a les courriers ne sont pas ouverts. Et là, il faut absolument lutter contre les exclusions et remettre en place, si possible, un réseau de solidarité, un réseau, je dirais, de contact. Et c'est d'où l'importance des bénévoles qui accompagnent, qui sont à proximité. Quand je dis à proximité, c'est aussi une certaine relativité, c'est-à-dire dans un rayon de moins de 15 km ou 20 km, afin de pouvoir répondre assez facilement à la demande s'il y en a de fait, ainsi que pour quelquefois susciter des rencontres et des discussions avec ces personnes-là. C'est aussi être transparent parce que si on veut aider et que la personne souhaite aussi être aidée, ça nécessite d'être clair sur tout ce qui est dans la vie de tous les jours, dans les diagnostics que l'on peut formuler, dans les solutions qui sont proposées. Et aussi, une chose importante, eh bien, nous, Solidarité Paysan, nous sommes là pour proposer, et ce n'est pas nous qui décidons, c'est bien l'agriculteur qui décide. On essaie de leur donner les clés pour décider, ainsi que les accompagner pour s'il y a un certain nombre de démarches à réaliser. Mais c'est bien l'agriculteur qui doit aller vers la décision. En fait, l'accompagnement se traduit sur différents points. Je dirais d'une manière globale, c'est toute une partie d'écoute, d'analyse, disons, de la demande et de l'action. C'est aussi regarder tout ce qui est droits sociaux, parce que là aussi, c'est important. Ça peut être aussi différents droits sociaux, ça peut être le RSA, le droit au logement, la protection sociale, quelquefois aussi la reconversion. C'est aussi l'accompagnement sur les discussions et tables rondes avec les créanciers ou les autres, enfin tous les créanciers, quels qu'ils soient. Et quelquefois, eh bien, c'est aussi de plus en plus souvent d'ailleurs maintenant, c'est les accompagner dans le juridique avec que sont les procédures de sauvegarde, le règlement judiciaire, et ainsi que la liquidation judiciaire quand ça se fait. Mais heureusement, il y en a quand même très très peu. La plupart du temps, les exploitations peuvent être redressées, et donc ce qui permet de permettre aux agriculteurs de rester. Si l'on prend les dossiers que l'on peut traiter, environ, ça varie d'une année à l'autre. Hein. C'est vrai que les appels, ça peut être 10 à 25 dossiers par an, suivant les difficultés des agriculteurs. Mais c'est quand même en moyenne une trentaine de dossiers que l'on continue à accompagner, parce que l'accompagnement ne dure pas seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quelquefois, les accompagnements durent, surtout lorsque la procédure judiciaire a été enclenchée, ça peut durer pratiquement 7, 8 ans, jusqu'à temps que l'exploitation soit bien redressée. Quelles difficultés, c'est-à-dire oui, les personnes que l'on accompagne sont très diverses en matière, disons, de production, de surface, je l'ai déjà dit, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même, le constat que l'on peut faire, c'est que les exploitations sont de plus en plus grandes, qui amènent, je dirais, un travail relativement important,
avec des conditions de travail qui sont souvent difficiles, et nous, lorsque les personnes que l'on rencontre, c'est dans la mesure où ils ont des difficultés, eh bien, c'est toujours, disons, le même débat, parce qu'ils font le maximum, disons, pour travailler, mais quelquefois ils sont débordés, et si bien que le principal, enfin, disons, ce qui serait essentiel n'est pas toujours fait ou bien fait dans de bonnes conditions. Les dossiers sont de plus en plus importants aussi, on en a des dossiers de plus en plus importants, surtout sur les jeunes, avec les jeunes installés. Et là aussi, ça nous interroge beaucoup. Des dossiers avec des jeunes installés depuis moins de 5 ans, qui, alors, dans certains cas, avec sans doute des reprises d'exploitation un peu élevées. Et là, je dirais, certains agriculteurs ne sont pas exempts, disons, de reproches à ce niveau-là, car il y a toujours certains veulent, au moment de la retraite, valoriser leur capital au maximum, mais qui amènent, disons, des difficultés importantes ensuite pour le bon fonctionnement et la rentabilité de l'exploitation. Nous avons aussi l'autre question qui est importante, c'est lorsqu'il y a des dettes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit à la banque, que ce soit différents fournisseurs, que ce soit même de services comptables, de services comptabilité. Donc, quand il y a des dettes, eh bien, par exemple, le service comptabilité ne fait plus la compta, donc il n'y a plus de résultats comptables de sortie, il n'y a plus de déclaration de TVA, il n'y a plus de déclaration d'impôt, il n'y a plus de déclaration de MSA, ce qui veut dire que c'est toutes les aides sociales potentielles qui sont pas supprimées puisqu'elles n'existaient pas notamment, mais qui ne peuvent pas être là. C'est vrai, sur un dossier récemment, le RSA qui n'est pas versé alors que la personne pourrait y prétendre, et de ce fait-là, bien c'est toute la boucle qui pose problème, et c'est une véritable interrogation par rapport à un certain nombre de groupes, oui, qui, de ce fait-là, bloquent un peu la machine. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a aussi, on constate beaucoup d'interrogations sur l'avenir, quel que soit d'ailleurs l'âge des agriculteurs, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur situation. C'est sur l'avenir. Il n'y a plus de visibilité sur l'agriculture aujourd'hui, sur ce que sera demain aussi, quelle production par rapport à certaines productions, comment vivre. Et là aussi, c'est une interrogation que l'on porte, dans la mesure où il y a beaucoup de travail, peu de revenus, même pas de revenus, ou quelquefois d'ailleurs des revenus négatifs, où on s'aperçoit que les subventions, même les subventions PAC, servent à faire tourner l'exploitation, mais n'amènent pas de revenus. Et c'est une véritable question. Il y a aussi, je dirais, tout le facteur, enfin, les autres facteurs que l'on retrouve de plus en plus, c'est-à-dire que il peut y avoir une difficulté sur un certain point, soit économique ou autre, mais c'est le rassemblement de petites difficultés qui crée une situation quasiment très difficile ou insoluble lorsque l'on allie l'économique, le social et le familial au niveau des difficultés. Et ça peut être un problème d'alcool, ça peut être un problème de séparation, ça peut être, disons, un certain nombre de choses comme ça, et un certain nombre de questions comme ça qui posent de grosses difficultés. Tout à l'heure, oui, dans Terre de Liens a évoqué le financement. Je l'aborderai rapidement parce que je crois que je vais être bientôt à la fin du temps. L'association est financée d'une part par les adhérents, avec une petite cotisation. Les adhérents sont bien les bénévoles la plupart du temps, un certain nombre de personnes aussi qui souhaitent adhérer à l'association. C'est proposé aussi aux agriculteurs que l'on accompagne. C'est autrement le financement, eh bien, c'est l'association du conseil départemental avec habituellement une subvention de 2 000 €. Et c'est aussi cette année un effort qui a été consenti de manière importante, puisque c'est 10 000 € qui ont été versés, dans la mesure où c'est vrai que compte tenu des sommes de travail qu'on a réalisées, on a fait l'idée, enfin, ou l'engagement d'embaucher une personne, alors soit surtout à mi-temps dans un premier temps, et peut-être à plein temps
plus tard, dans la mesure où, avec la complexité des dossiers, il faut absolument trouver un moyen de pouvoir faire perdurer l'association. On a aussi quelques relations avec l'association Réagir au niveau du département, puisque nous sommes membres de l'association. Alors Réagir, eh bien, c'est une association qui fait un peu le même travail que nous, avec là, il fonctionne avec un salarié ou des salariés, et donc le financement qui est réalisé qui est fait par les organismes agricoles du département. Donc voilà, on aura sans doute l'occasion tout à l'heure de rediscuter d'un certain nombre de points. J'ai vu, il y avait un certain nombre d'idées qui étaient vues sur le rapport, disons, de maison sur le suicide, mais enfin, disons, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà, Merci Henri, beaucoup pour cet exposé. C'est assez frappant ce que tu évoques sur le fait que les jeunes de moins de 5 ans sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés. Des difficultés aussi face à l'enchevêtrement des aides, entre les aides économiques, les aides sociales, les aides qui se proviennent d'organismes de la protection sociale, notamment la MSA, celle du département avec le déclenchement du RSA. Et puis aussi, comment on arrive à donner davantage de visibilité, effectivement, au niveau des productions. J'ai bien retenu ce propos. Tu as rejoint effectivement ce que disait Jean-Louis Lecourbe tout à l'heure au niveau de son propos. On voit bien que tout cela, quand on est amené à avancer au quotidien, à travailler au quotidien et à rencontrer différentes difficultés, on ne se pose pas la question par rapport aux compétences ici de l'État, là de la région, là du département, là de la MSA et d'autres, mais on essaye de faire face, j'allais dire, avec ces difficultés et on essaye d'être entendu. C'est l'objet de la soirée, Brigitte Guglielmi le disait tout à l'heure, comment, alors que la région est la principale à avoir, collectivité, à avoir la compétence agriculture, comment on arrive à travailler cette articulation-là. Et je le dis notamment au regard des questions qui commencent à être posées sur Facebook au niveau du rapport d'Amézin et le suicide dans le monde rural. Les questions aussi du rapport aux grandes coopératives, et on le sait notamment dans la vallée de l'Othion, par exemple, avec les maraîchers nantais qui contribuent à détruire les sols. Comment on arrive à aborder tout cela? Donc, 3 représentants de sensibilité qui vont s'investir et défendre une liste au moment des régionales. Je le disais en introduction, Jean-Louis Belliard, que je remercie d'être présent, qui est le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Maine-et-Loire, qui s'inscrit dans la dynamique portée par Guillaume Garot. Après Jean-Louis Belliard, il y aura Stella Dupont, qui est députée, qui a été conseillère régionale et conseillère départementale, qui est inscrite dans la majorité présidentielle. Et puis enfin Arash Chaïdi, qui est représentant du pôle écologiste avec les Verts, Mathieu Orphelin, et avec Génération, dont il est le représentant en Maine-et-Loire. Jean-Louis, je te laisse la parole. Tu connais de longue date les questions agricoles. Tu as siégé à la commission agricole du Parti socialiste pendant de nombreuses années. Je crois même que tu es encore agriculteur, éleveur de mémoire. Qu'en pensez-vous, vous, au niveau des personnes qui vous engagez dans la dynamique au niveau régional de toutes ces questions-là et de l'articulation avec le département? Merci Grégory. Je voudrais d'abord remercier l'Anjou en Action de cette invitation, et je suis toujours extrêmement content de pouvoir débattre des sujets d'agriculture. Je remercie aussi les personnes qui ont témoigné. C'est des témoignages qui sont extrêmement poignants. Et quand Henri Roulier parlait d'agriculteurs en difficulté, ça m'a rappelé des visites dans des fermes où, comme il le disait, les tas de courriers s'empilaient et où l'agriculteur ne savait plus par quel bout prendre les choses. Et donc, j'ai trouvé ce qu'il a dit m'a rappelé des souvenirs, et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Vous dire 2-3 choses.
d'abord, si on veut trouver des solutions, il ne faut pas qu'on le fasse tout seul, il faut qu'on emmène les citoyens avec nous. Et pour emmener les citoyens, je pense que je dirais la ficelle qu'il faut tirer, c'est avant tout la ficelle de notre assiette. Quand on parle d'agriculture aux gens, c'est souvent très technique. C'est vrai, il y a beaucoup de sujets techniques, hein, notamment la politique agricole commune. Par contre, quand on parle aux gens de leur assiette, ça cause aux gens. On mange tous, on a tous mangé ce matin, ce midi, ce soir, j'espère qu'on mangera encore demain. Donc parler de l'assiette, c'est quelque chose qui me paraît être un angle intéressant pour aborder l'ensemble des problèmes qui ont été posés sur la table. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on veut dans notre assiette? On veut d'abord avoir à manger, et à manger en quantité qui répondent à nos besoins. On sait aujourd'hui que, alors quand je dis en quantité qui répondent à nos besoins, c'est ni trop ni trop peu. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens sur la planète qui souffrent de malnutrition, mais on a aussi une pandémie d'obésité qui est en train de gagner l'ensemble de la planète et qui risque de faire plus de morts dans les années qui viennent encore que la malnutrition. Donc c'est bien avoir à manger pour tout le monde et en quantité suffisante. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre dans notre assiette? On veut des aliments de qualité avec des qualités nutritionnelles. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les qualités nutritionnelles, on pourra en parler parce qu'on avait une approche depuis des années, depuis l'après-guerre, protéines, lipides, glucides. On se rend compte aujourd'hui que la qualité nutritionnelle, ce n'est pas seulement protéines, lipides, glucides, c'est aussi beaucoup de composés beaucoup plus discrets, tels que les composés phénoliques, les caroténoïdes, qui font que l'alimentation peut avoir un rôle éminent dans la préservation de notre capital santé. Ensuite, dans notre assiette, on veut des qualités sanitaires, on veut des qualités organoleptiques, hein, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit beau, il faut que ça sente bon, il faut que ça donne envie. Je crois qu'on a une culture de l'alimentation et de moments autour de la table qu'il faut préserver. Mais dans l'assiette, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas tout mis. Il faut aussi qu'on mette d'autres choses, et notamment qu'on mette de la durabilité. C'est-à-dire que la durabilité, c'est quoi? C'est refuser qu'on remplisse notre assiette en hypothéquant l'assiette de nos enfants. Et c'est la protection de la ressource. La durabilité, c'est aussi une durabilité sociale, avec des conditions de travail et des rémunérations décentes, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble des salariés de l'industrie agroalimentaire, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Donc, dans l'assiette, il y a beaucoup de choses à mettre. On peut rajouter de l'éthique, on peut rajouter de la traçabilité. On voit que l'assiette du citoyen, c'est quelque chose qui est porteur de beaucoup d'attentes. Et une fois qu'on a dit ça, et c'est l'objectif de la soirée, c'est comment on agit. Alors, comment on agit? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Le premier levier d'action, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas le département, ce n'est pas la région, c'est l'Europe. Le principal levier d'action, c'est la politique agricole commune. On est en phase de renégociation de la PAC pour les 7 prochaines années. Et la politique agricole commune influence énormément ce qui se passe dans nos exploitations et ce qui se passe dans nos assiettes. Donc le premier levier, c'est la politique agricole commune. Et il faut que la France porte des ambitions pour conserver une agriculture et pour moderniser son agriculture tout en répondant aux enjeux nouveaux qu'on doit lui faire porter. Mais alors, si on dit que c'est l'Europe qui est le principal acteur, ça ne veut pas dire que nous, on ne peut rien faire. Il y a des choses à faire. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a une urgence. C'était la suite logique de la loi d'avenir qui avait été votée sous la houlette de Stéphane Le Foll. Il faut qu'on arrive à la continuité de ce qui avait été prévu, c'est-à-dire une loi foncière. On a besoin d'urgence d'une loi foncière. Une loi foncière qui va nous permettre à la fois de lutter contre l'accaparement des terres, de lutter contre la financiarisation de l'agriculture, et puis de permettre, comme ça a été dit, l'accès aux terres dans le cadre du renouvellement des générations. Cette loi foncière, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai mon camarade Dominique Potier qui, à l'Assemblée nationale, se bat pour qu'on inscrive cette loi foncière, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La terre en commun ». Je crois que cette loi foncière, c'est une clé au niveau national. Alors, ce n'est pas au niveau du département qu'on va la décider, mais c'est important de dire que c'est quelque chose dont on a besoin d'urgence. Donc, au niveau national, une loi foncière, et puis il y a des choses qu'on peut faire aussi au niveau de la région. Alors, la région pilote une partie, ça a été dit tout à l'heure par Brigitte Guillémy,
pilote une partie des aides européennes, une petite partie, hein, puisque en gros, sur les Pays de la Loire, le premier pilier, les aides directes aux agriculteurs, pilotés directement, c'est 600 millions d'euros, et la région en pilote en gros 15 fois moins. Mais néanmoins, même avec 15 fois moins, même avec 40 millions d'euros, on peut faire des choses et on peut à la fois enclencher des mutations des systèmes agricoles et des mutations qui améliorent le quotidien des agriculteurs. Le message, c'est quoi? C'est moins d'eau, moins d'énergie, moins de pesticides, mais aussi dégager plus de revenus pour les agriculteurs. C'est ça les mutations qu'il faut engager au niveau de la région. Alors, la région, elle a aussi un rôle à jouer, parce que la région a le pilotage économique, l'échelle régionale a le pilotage économique, et en Pays de la Loire, il y a un secteur économique qui est important, c'est aussi l'industrie agroalimentaire, et il n'y aura pas de mutation des systèmes agricoles sans mutation de l'industrie agroalimentaire. Il faut une mutation écologique de l'ensemble des acteurs économiques, dont l'industrie agroalimentaire. C'est extrêmement important. La région doit aussi accompagner les producteurs, les salariés. La région en charge de la formation, et je pense que cette mutation, elle doit être aussi portée par des actions de formation, hein, au niveau des producteurs, au niveau des salariés des IAA, et aussi, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, au niveau des salariés de la restauration collective. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, le département et la région, des choses que le département peut faire et qu'on peut faire ensemble. Tout à l'heure, on a parlé de portage du foncier avec Terre de Liens. Je crois qu'il faut qu'on multiplie les solutions de portage du foncier, parce qu'on a un vrai problème de portage du foncier. Et donc, il faut qu'on encourage les associations comme Terre de Liens, mais il faut aussi qu'on trouve peut-être des solutions dans certains endroits et des solutions publiques ou de partenariat public-privé pour arriver à faire du portage de foncier. On a aussi un problème sur le statut du fermage, parce qu'on peut racheter des terres pour les louer à des preneurs, mais on a aussi beaucoup de propriétaires qui ne souhaitent pas vendre leurs terres. Et on a la nécessité de mettre en réseau le triptyque cédant, repreneur et propriétaire. Moi, j'ai vu récemment, pas très loin de chez moi, une reprise d'exploitation qui ne s'est pas faite, et je pense que ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas su mettre le propriétaire ou les propriétaires autour de la table. Et on a besoin de médiateurs indépendants pour accompagner le processus de transmission. Dans la plupart des cas, c'est bien un cédant, un repreneur et un propriétaire. Il faut expliquer les gens, il faut rassurer les propriétaires. Et je pense que de ce point de vue, il y a des expérimentations de fonds de garantie des fermages, et c'est des choses qu'on peut, ensemble, région et département, essayer de mettre en place. Pardon. Il faut également qu'on travaille sur la restauration collective. Hein. Les départements ont en charge les collèges, la région les lycées. Voilà, la restauration collective, c'est un enjeu important parce que c'est de l'éducation au goût, c'est de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça a été évoqué, c'est aussi une éthique, une charte d'approvisionnement et de transformation. S'approvisionner en produits de qualité, produits bio, produits locaux, mais ne pas appliquer des processus de transformation adaptés, c'est un peu dommage. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on travaille, région et département, main dans la main, sur ces questions de restauration collective. Et puis, on a un autre outil qu'il faut faire vivre, ce sont ce qu'on appelle les PAT, les plans alimentaires territoriaux, qui sont en train de se mettre en place. C'est des outils qui sont là pour essayer de construire au niveau d'un territoire des logiques d'alimentation et d'agriculture, et qui sont là pour que les gens puissent travailler en réseau et qu'on construise ensemble l'agriculture et l'alimentation de demain. Encore faut-il que tous les acteurs s'en saisissent. Et il faut que ces plans alimentaires territoriaux soient accompagnés par la région, par le département, par l'ensemble des collectivités. Il faut qu'ils soient ambitieux. Aujourd'hui, la plupart ne sont pas terminés, ils sont en cours de construction, mais ce que j'en ai vu me laisse un petit peu sceptique parce qu'on est beaucoup sur les intentions et il y a encore trop peu d'actions concrètes qui sont déclinées dans ces plans alimentaires territoriaux. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin.
Et puis, je terminerai rapidement sur deux enjeux qui sont propres à notre département. Il y a une véritable problématique de l'eau qui a été évoquée par Brigitte Guillamy tout à l'heure. Alors, à la fois sur la qualité des eaux, mais aussi sur l'utilisation de l'eau. On a des secteurs du département où on risque d'avoir des véritables conflits d'usage sur l'eau, si on ne prend pas garde à construire des agricultures qui soient moins gourmandes en eau. Et puis, on a un vrai enjeu qui est lié aussi à l'eau, c'est un enjeu de préservation des prairies permanentes. Aujourd'hui, on a à la fois des terres qui sont à fort potentiel agronomique, et ces terres-là, tout le monde se les arrache. Et puis, on a des prairies permanentes qui sont souvent dans des secteurs à moins haut potentiel agronomique, qui risquent de retourner à la friche, et c'est un grand dommage. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a un élevage bovin. Il ne faut pas oublier que les bovins sont avant tout les herbivores et qu'on a besoin de conserver ces prairies permanentes. Voilà rapidement ce que j'avais à dire. Je pense que je vais déjà avoir dépassé mon temps. Donc, merci de votre écoute. Merci Jean-Louis. On a une présentation complète et puis tu as bien fait aussi de rappeler, mais tu étais le premier intervenant, la place qui était celle de la région par rapport aux aides de la PAC et par rapport à l'ensemble des aides qui sont dévolues à l'agriculture au niveau de notre région. Tu as évoqué un certain nombre de sujets, de lois sur le foncier qui sont nécessaires, un certain nombre de sujets aussi plus locaux concernant l'eau, tu le disais à l'instant, sur les prairies permanentes et d'autres. Je vais laisser la parole à Stella, députée de la majorité présidentielle, qui a à la fois un regard national et aussi très local, de par tes différentes expériences. Reste connecté et je te laisse la parole. Avec ton micro. Merci Grégory. Je disais, comme Jean-Louis, je vais commencer par des remerciements. Remerciements, bien entendu, d'Anjou en Action qui organise ce Facebook Live. Remerciements des deux intervenants avant nous, Terre de Liens et Solidarité Paysan, que je connais bien tous les deux. Terre de Liens, j'ai fait la connaissance de Terre de Liens notamment via le réseau et la création des coopératives, des SIAP, et j'étais maire de Chalonnes-sur-Loire et à l'époque on a été, je pense, la première commune à être membre adhérente de cette coopérative parce que l'enjeu du foncier, comme l'évoquait Jean-Louis, est essentiel et je sais que le modèle, en tout cas construit par Terre de Liens, avec ce lien citoyen, c'est quelque chose qui répond à une attente sociétale et qui concrètement permet l'installation de jeunes en particulier ou de moins jeunes, comme on le voit de plus en plus souvent aujourd'hui. Alors, je vais essayer de ne pas faire de redite parce que Jean-Louis Béliard a présenté, je crois, la structuration effectivement des compétences et des leviers en définitive en matière agricole. Et voilà, sur l'Union européenne, bien entendu, c'est un levier majeur, l'échelle nationale de l'État français, l'échelle régionale et puis le département, les EPCI. Moi, peut-être que mon intervention se concentrera sur un autre aspect pour être complémentaire aussi avec ce qu'a dit Jean-Louis, parce que je n'ai pas d'opposition du tout par rapport à ce que tu indiquais. Je pense que l'un des enjeux, il y en a beaucoup, mais l'un des enjeux, c'est aussi celui de la transition écologique de notre agriculture et de la manière dont on va collectivement empoigner, enfin continuer à empoigner, parce que tout ne commence pas aujourd'hui, bien entendu, et pas aujourd'hui avec cette nouvelle PAC, c'est quelque chose d'ancien. Et Jean-Louis a eu raison de rappeler que déjà, lors de la précédente négociation, l'enjeu était fort de développer davantage encore les mesures à caractère environnemental financées via la PAC. Et donc, cette nouvelle PAC, de mon point de vue, devra renforcer cet aspect-là pour faire levier
et soutenir les agriculteurs dans cette transition qui est parfois parfois les agriculteurs sont eux-mêmes à l'initiative et promoteurs et porteurs de ces changements. Et tous les premiers militants des premiers temps de l'agriculture biologique le savent bien. Et parfois, certains subissent davantage les décisions, quoique. J'ai un exemple en tête d'un agriculteur que j'avais rencontré il y a quelques années, puisque vous savez qu'on a visé à réduire l'utilisation des phytosanitaires. La France s'inscrit dans une réduction depuis de nombreuses années maintenant, et on a essayé de poursuivre et de réduire davantage encore l'usage de certains phytosanitaires, dont le glyphosate. Et cet agriculteur qui avait été c'était des cultures, il était uniquement sur des cultures, et donc il avait été à la fois à un moment donné sur une agriculture raisonnée, puis il était passé à l'agriculture de conservation. Vous savez, c'est cette agriculture qui vise à davantage protéger le sol, mais qui a l'inconvénient d'utiliser du glyphosate. Quand vous voyez des champs intégralement rouges, il peut arriver qu'on soit sur ce type d'agriculture. Et donc, il m'interpellait sur l'impossibilité de réduire de supprimer le glyphosate parce que sinon, l'agriculture de conservation devenait impossible. Et j'avais échangé avec lui et je lui avais dit qu'en définitive, ces pratiques agronomiques et ces pratiques étaient très proches d'une agriculture biologique. Et je l'avais invité à rencontrer un autre agriculteur bio et bon, je ne sais pas si ça a pesé dans sa décision, mais il m'a appris il y a quelques mois qu'il avait décidé de passer en bio et qu'il était en conversion. Donc voilà, je crois que cette transition, elle demande plus ou moins de temps selon les agriculteurs, suivant l'état d'esprit, suivant les cultures aussi, puisque ce n'est pas si simple que ça que d'aller vers le bio. Et je pense que les politiques publiques doivent justement faire levier et aider à cette transition dont on a absolument besoin. Je pense également que moi je veille à ne pas opposer les agricultures, puisqu'on parle d'agriculture intensive, d'agriculture industrielle, d'agriculture paysanne, et aujourd'hui vouloir opposer les uns et les autres amène à des ruptures entre les professionnels eux-mêmes, alors qu'au contraire, il faut réussir à emmener tout le monde vers d'abord une agriculture qui nourrit bien entendu les Français, voire au-delà, puisque notre agriculture est aussi exportatrice, et une agriculture qui veille bien entendu à protéger notre environnement. Et tout cela, pour moi, s'inscrit dans un parcours plutôt que dans une rupture, en définitive. Du jour au lendemain, les choses ne sont pas possibles. On voudrait certainement, on est nombreux à vouloir que ça aille plus vite, mais l'exercice ne me semble pas si simple. Ce qui me semble important de dire, peut-être un enjeu, puisque ça a été évoqué, je pense, par tous les intervenants, c'est l'enjeu du foncier. Et moi aussi, je pense que nous avons besoin d'une loi foncière parce qu'il y a des manques et des besoins d'évolution. Jean-Louis a parlé du fermage tout à l'heure. C'est vrai que c'est un statut qu'il faut peut-être moderniser, mais en tout cas conserver absolument. On a des outils qu'il faudrait renforcer, améliorer, tout ce qui concerne les baux environnementaux, les outils de régulation dont il a été question. Donc, je me suis moi aussi intéressée aux travaux de Dominique Potier, qui a commis un rapport avec une collègue de La République En Marche qui s'appelle Anne-Laurence Pétel. Et il me semble que, on a été un certain nombre à pousser pour que cette loi sorte, et je pense qu'on était plutôt bien partis. Et malheureusement, le contexte sanitaire nous a amenés à revoir totalement notre calendrier parlementaire, et cette loi, je ne pense pas qu'elle verra le jour malheureusement d'ici 2022. Donc ce sera un sujet pour l'avenir, en tout cas je le souhaite.
concrètement, comment peut-on faire et comment agir pour justement faire en sorte que les agriculteurs gagnent davantage leur vie, qu'ils vivent mieux au sens large, parce que je crois qu'on a d'ailleurs une question sur Facebook qui concerne le suicide, ça a été évoqué par Henri Roulier. Derrière cela, il y a souvent des difficultés économiques, et la loi Egalim que nous avons votée en 2018, qui a vocation à développer les outils pour faire en sorte que le coût de production du produit agricole, qu'on inverse la construction du prix de vente et qu'on s'appuie davantage sur le coût de production. Dans cette loi, il y avait aussi des outils d'encadrement des promotions, le seuil de revente à perte aussi a été revu. Il n'empêche que quand on fait le bilan 2 ans après, alors même s'il faut toujours du temps, bien entendu, pour que les mesures se mettent en place, lorsqu'on regarde objectivement la réalité des données, on voit que les prix d'achat pour les consommateurs des produits alimentaires ont plutôt augmenté ces 2 dernières années, alors que les prix de vente des agriculteurs n'ont pas augmenté, voire ont même diminué dans certaines filières. Donc, Egalim a porté ses fruits dans quelques filières, mais force est de constater, c'est que le compte n'y est pas, et il y a nécessité de poursuivre la réflexion et de trouver des outils plus efficaces sur l'encadrement. Et des travaux sont d'ailleurs en cours et devraient être rendus, je crois que c'est au mois de mars, donc dans un trimestre, sur cet aspect. Je pense que le mal-être agricole, pour rester sur ce sujet, il est aussi lié à la question de la reconnaissance de l'agriculteur, qui est aussi pointée du doigt. Je vous ai parlé de transition. Il y a la question de la pollution. Souvent, l'agriculteur est taxé de pollueur. De plus en plus, et ces dernières années, il est même taxé de maltraitant des animaux, voire de tueur d'animaux. Donc, cet agribashing est aussi extrêmement lourd et difficile à supporter, je pense, et encore plus quand, bien entendu, les difficultés économiques sont là. Et bien entendu qu'il faut lutter contre des pratiques exceptionnelles qui peuvent exister, mais cet agribashing généralisé est très destructeur pour le moral de nos exploitants, et je pense que la société tout entière et les citoyens doivent aussi être des porte-parole de la qualité de notre agriculture, et y compris l'agriculture industrielle qui est parfois incriminée. Et je vous redis que ce n'est pas le modèle que je souhaite voir développer partout, mais n'empêche qu'elle existe. Et la traçabilité de nos produits, la qualité de nos produits, elle est quand même enviée à travers le monde. Et c'est aussi, je crois, grâce aux cadres qui ont été mis en place dans notre pays, et grâce avant tout aux agriculteurs, aux éleveurs de notre pays. Pour terminer sur le comment faire, puisque c'est le sujet entre départements, régions, États, Union européenne. L'Union européenne, notre sujet, nous n'avons pas de conseiller européen autour de la table, donc on n'a pas le levier maintenant tout de suite, mais c'est quand même maintenant que les choses se décident. À l'échelle de la région, du département, moi j'y ajouterais des EPCI, c'est-à-dire des communautés de communes ou des métropoles, et particulièrement en Anjou, puisque la réorganisation territoriale fait que les communautés de communes, même les plus petites, sont quand même très solides aujourd'hui et en capacité justement de construire un PAT, un plan alimentaire territorial solide. Et je crois que la décentralisation des années 80, aujourd'hui, elle arrive à une forme de maturité. Et si hier, il était encore classique et habituel que des décisions soient prises par l'échelon supérieur et s'imposent à l'échelon inférieur, je pense qu'on ne peut plus faire comme ça et qu'il faut revoir notre manière de travailler ensemble et de coopérer, et que
le chef de file du sujet, et à l'échelle des collectivités en matière agricole, la région est le principal. Je crois qu'il faut construire des politiques locales qui font levier en complément des politiques nationales et des politiques européennes. Et toute cette chaîne doit travailler ensemble. Et une politique régionale bien construite, et j'en profite pour dire que à ce jour, aujourd'hui, je vous parle surtout en tant que députée, mais pas en tant que représentante de la liste régionale de La République En Marche, parce que je ne suis pas mandatée pour ça. Donc, je m'excuse pour cette incompréhension peut-être de départ, mais ça me semble utile de le rappeler. Donc, la collectivité régionale, cet échelon-là, doit non pas descendre une politique, mais construire une politique avec les acteurs. La même chose d'ailleurs pour le département lorsqu'il est pilote sur l'action sociale. Je pense que toutes nos politiques aujourd'hui doivent se construire avec le terrain, donc avec les maires, les présidents de BCI, avec les responsables associatifs, les chambres consulaires, les acteurs, tous ceux qui font vivre notre territoire, de façon à ce qu'il y ait une cohérence globale et qu'on parte bien des problématiques spécifiques d'un territoire donné pour veiller à ce que les actions conduites, les politiques conduites soient le plus efficaces, efficientes possible par rapport aux enjeux spécifiques d'un territoire donné. Donc pour moi, l'une des clés, l'un des enjeux très importants de ce prochain scrutin, c'est cela, c'est comment est-ce qu'on invente une nouvelle gouvernance, comment est-ce qu'on invente une nouvelle manière de travailler ensemble. Ici ou là, ça peut être développé plus ou moins, mais je crois que c'est un manque quand même, et on en joue. On a cette capacité à se parler, malgré des divergences de vues, bien entendu, et à construire des choses ensemble. Et je crois que voilà, sur ces prochaines échéances, il faut vraiment que la région, les candidats aux élections régionales ainsi que les candidats aux élections départementales travaillent ce sujet et soient force de proposition pour construire les politiques publiques de demain avec le terrain. Voilà, merci. Merci Stella. C'est vraiment le fond du sujet sur lequel, avec les collègues, on intervient régulièrement au niveau du département, cette capacité à ce que chaque niveau de collectivité assume son rôle de chef de file. Il assume vraiment en mettant autour de la table l'ensemble des autres collectivités pour que l'action soit vraiment coordonnée. Sur l'agriculture, c'est la région, sur l'action sociale, c'est le département, et qu'on arrête de superposer les différents niveaux entre eux. Ce n'est pas parce que la région est chef de file dans un domaine que le département agit bien en cohérence, et notamment sur la question de l'eau, puisqu'il y a une intervention, une question des personnes qui nous regardent sur Facebook en live en ce moment, sur la question de l'eau, en disant qui est compétent entre l'agence de l'eau, l'ADEME, le conseil départemental, le conseil régional. Tu citais tout à l'heure les EPCI. Tout cela, chacun a une compétence finalement sur l'eau, mais ne sont pas forcément articulées les unes avec les autres, et il faut qu'on soit beaucoup plus clair. À ce moment du débat, j'en profite pour dire que toutes les questions qui sont posées en live feront l'objet d'une micro-synthèse après la parole d'Arash Chahidi qui va se connecter avec nous. Et pour ceux qui n'auraient pas de réponse à leurs questions, il y aura une contribution qui sera mise en ligne sur le site L'Anjou en Action, sur la plateforme collaborative L'Anjou en Action. Et si ça n'est pas fait par les intervenants dans les jours qui viennent, en tout cas, on aura une capacité à les relancer pour avoir leur regard, parce que la construction d'un programme, ça ne se fait pas uniquement une soirée, mais ça s'inscrit aussi dans le temps long, et on doit avoir la capacité aussi à rebondir et à enrichir notre réflexion au cours du temps. Je le dis pour les gens qui nous regardent en ce moment même, je le dis aussi pour tous ceux qui vont revisionner cette vidéo après cette soirée, et je sais qu'ils seront nombreux quand on regarde les statistiques sur Facebook. Arash, tu t'es connecté, je te laisse la parole. Même question, celle de l'articulation entre la région et le département, et de manière plus globale, regarde la vision du pôle écologique sur l'agriculture.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je vais commencer par le plus global parce que on l'a vu lors des différentes interventions. On ne peut pas prendre la question de l'essentiel de l'agriculture juste par un bout plutôt qu'un autre. Alors, il y a effectivement des leviers, j'en viendrai après sur les leviers sur lesquels on peut agir au niveau de la région, mais j'ai envie de dire que tout ça dépend quand même énormément, non pas d'aspect purement technique, mais d'abord avant tout d'une volonté politique. C'est pas, n'arrangera pas, moi je rejoins, je crois que c'est Jean-Louis qui disait ça au début. La situation, elle découle aussi de normes européennes d'abord, de lois nationales ensuite, et on ne peut pas laisser ce combat-là de côté en disant bon, on va bricoler un peu sur le territoire. Il y a un premier combat à mener sur la réorientation des aides PAC et du budget de la PAC en général. Il y a un combat à mener sur tout ce qui est normatif, que ce soit au niveau d'interdiction de pesticides, que ce soit sur une orientation de l'agriculture vers une agriculture, effectivement, nous, ce qu'on défend, c'est une agriculture paysanne, biologique, pour le moins raisonnée, avec le moins d'intrants possible, avec des circuits le plus courts possible. Et c'est là où on peut agir au niveau de la région, j'y viendrai tout à l'heure. Et par exemple, sur la question du foncier, pareil, alors là, je vais prendre l'autre bout, mais on ne peut pas, je vais vous prendre l'exemple demain, par exemple, dire à la région, ah, attention, il faut lutter contre l'artificialisation des sols, faire attention à ce que les prix n'augmentent pas, et d'un autre côté, chacun dans sa commune, parce que ça nous arrange, parce que ceci, parce que cela, donner des permis de construire et artificialiser des terres agricoles. Donc tout cela, ça se prend dans un ensemble. Donc effectivement, sur le premier problème du foncier, il y a d'une part un combat à mener au niveau des collectivités locales. Chaque collectivité locale peut mener ce combat pour qu'il y ait le moins d'artificialisation, enfin nous on milite même pour zéro artificialisation. Et puis au niveau national, enfin moi j'ai quand même envie qu'on ait vraiment des lois qui régulent le prix du foncier en général, mais enfin là de l'agriculture en particulier. Pour ce qui est de l'installation, idem. Alors ça peut passer soit par ce que vous faites, c'est-à-dire des foncières, alors plutôt en scope, des choses comme ça, mais aussi des aides. Nous, au municipal, on avait voulu mettre en place, malheureusement on n'a pas gagné, mais dans notre programme, on avait quelque chose qui consistait à aider les jeunes agriculteurs à accéder à de la terre et donc à les aider à acheter. On avait comme volonté, pour les aider à s'installer, de créer des clusters aussi. Alors, entre-temps, le terme cluster a eu un autre développement, mais on l'avait appelé ça comme ça, pour justement aussi aider les agriculteurs à passer en bio, à expérimenter le passage en bio, à les aider plus progressivement à passer en bio. Et puis sur l'aspect économique, pareil, il y a l'échelon national européen où je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de changement de règles pour aider l'agriculteur à être plus fort face à des centrales d'achat, à la grande distribution. C'est-à-dire que moi, plutôt que de voir Bercy aller supplier Carrefour, Auchan ou je ne sais qui d'avoir des prix un peu plus justes pour l'agriculteur, eh ben, l'État a les moyens de faire en sorte que cette répartition de la valeur ajoutée soit plus juste. L'État peut le faire. C'est pareil, c'est une question de volonté politique, c'est une question de loi, et puis c'est aussi une question d'action au niveau de l'Union européenne. Et puis pour en arriver à l'échelon plus local, région, département, il y a plusieurs moyens d'action. Sur l'accès au foncier, effectivement, la région, le département peuvent acheter des terres pour les mettre à disposition d'agriculteurs ou les aider à acquérir des terres en orientant ces achats, puisque, par exemple, nous, ce que nous mettrions en avant, c'est plutôt de l'agriculture biologique. Donc, il y aurait une aide à l'achat, à l'installation
contre l'engagement à faire de l'agriculture biologique. Il y a aussi l'exemplarité des personnes publiques par les marchés publics, par la commande publique. Au niveau de la région, vous avez quand même la maîtrise des lycées, c'est quand même énormément de repas. Au niveau du département, il y a les cantines des collèges. Donc déjà, réorienter ces achats-là, c'est un premier signal. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous contenter en permanence de dire aux consommateurs faites ci, faites ça, mais moi je déroge à la règle et puis moi je fais mes achats quand même en gros sur je ne sais quel marché. Et c'est une façon aussi d'aider les agriculteurs locaux à ne pas avoir besoin d'exporter. Les achats directs, ça leur permet de ne pas être forcément complètement sous la pression des centrales d'achat. Et donc, à leur donner un certain matelas de sécurité, puis à leur dire, voyez, vous pouvez vous installer, nous, on vous aidera, on vous accompagne par des mesures directes, et puis on vous accompagne aussi en vous offrant des débouchés. Et cet aspect-là, il n'est pas à négliger. Pardon. Et puis, un autre aspect sur lequel on peut agir, c'est quand même l'orientation des aides européennes. Elle est quand même décidée par la région. Donc là, vous avez quand même une implication directe de la région qui peut orienter ces aides-là. Donc voilà, c'est un ensemble. L'aspect technique, c'est bien, mais en fait, l'aspect technique, moi, depuis que je fais de la politique, il a toujours servi à m'expliquer que ce n'était pas possible. Quand on ne veut pas faire quelque chose en politique, on vient dire, mais non, mais vous comprenez, ça, c'est pas possible parce que tel article caché au fin fond de telle loi ne nous permet pas de le faire. J'ai envie de dire, mais qui vote la loi? Là, c'est pas possible parce que vous comprenez vraiment techniquement, c'est pas possible. Pour finir, je vais prendre un exemple qu'on a tous vu aujourd'hui. Ça fait des années qu'on nous explique que maintenant, vous comprenez, les 3%, c'est pas possible. On ne peut pas investir là-dedans, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Là, avec cette crise, on voit bien que tout a sauté. La digue des 3%, elle n'existe plus. Il y a de l'argent magique qui tombe de partout. Voilà. Donc, ces espèces de dogmes qu'on nous met dans la tête en se cachant derrière la technocratie pour dire telle chose, c'est pas possible, il faut que nous aussi, responsables politiques, on se les sorte de la tête et qu'on se persuade nous-mêmes que, en fait, c'est une question de volonté politique et que quand on arrive à gagner une élection, ce que j'espère qu'on fera au niveau de la région et que également au niveau du département, on changera la majorité départementale, et ensuite, ces règles-là, il faut les changer. On peut les changer. Si on a la volonté politique de le faire, si on se fixe comme objectif d'aller vers une agriculture plus raisonnée, biologique, plus locale, à taille humaine, et en favorisant les agriculteurs et pas les grosses entreprises qui investissent et spéculent sur l'agriculture, on peut y arriver, mais il faut d'abord vouloir le faire. Voilà. Merci. Merci pour toutes ces interventions. J'essaie de remettre la caméra. Je n'y arrive pas. Sarah, je pense que tu as dû me bloquer. Voilà. Donc, je vais parler sans caméra. Ce n'est pas très grave. J'avais pas mal de questions, mais en fait, vous y avez répondu pour la plupart. Et comme on arrive à la fin, je vais plutôt faire un petit résumé là, de ce que j'en retiens, moi. Et je suis assez d'accord sur la dernière intervention. La volonté politique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et quand on est élu, quand on arrive aux affaires, on est parfois aussi... on découvre les choses et les agents territoriaux, le personnel aussi peut-être nous bride parfois dans nos actions et je pense que effectivement il faut vraiment avoir une volonté forte de faire avancer les choses. Moi, ce que je retiens aussi, c'est le fait de travailler main dans la main.
d'avoir un autre type de gouvernance. On s'est vraiment posé la question au sein de notre groupe, effectivement, ne plus être voilà, ce truc descendant. Là. Il faut que ce soit ascendant, descendant. Il faut faire intervenir des usagers, il faut faire intervenir des spécialistes, des scientifiques. Il faut qu'on s'ouvre l'esprit sur des tas de choses, dans des tas de domaines, dans tous les domaines. Quand on a une compétence, il faut s'ouvrir aux autres. Et ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que j'ai retenu aussi et ça, non, j'avais une petite question aussi sur les aspects administratifs et toutes les aides. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop d'administratifs pour accéder aux aides des agriculteurs? Les aides arrivent souvent un peu tard. Je pense par exemple aux mesures agro-environnementales, les MAE, qui sont arrivées très très tard et qui ont dissuadé peut-être les agriculteurs de re-signer les contrats. Qu'est-ce que j'avais comme autre point aussi voilà, déjà, si vous pouviez me répondre sur ces quelques interrogations. Et puis, dans les questions qu'on a eues, pour compléter ce que Oui, tu là, je dis, ne les ai pas, Brigitte, par contre. peut-être deux questions. Celle que tu viens de poser aux trois représentants de sensibilité avec lesquels on est amené à travailler au niveau du groupe, Stella, Jean-Louis et Arash. Ajouter une question sur, de votre point de vue, comment on doit travailler? Ça a été une question qui a été posée dans la soirée. Comment on doit travailler avec les chambres d'agriculture? Quand on est Ouais. collectivité locale, les chambres d'agriculture sont des institutions, elles ont aussi des orientations politiques. Comment on favorise du dialogue? Parce que quand on est dans une collectivité, on a une orientation. Si on veut travailler avec les autres, comment on procède avec les chambres? Ça, ce n'est pas une petite question. Quel est votre regard là-dessus? Et puis, pour Jean-Louis Lecourbe et Henri Roulier, on a eu des questions fortes, notamment sur la question du suicide en agriculture et des questions aussi sur le rapport aux coopératives agricoles. Pas rien, parce que le coopérativisme, on a beaucoup parlé d'économie sociale et solidaire les uns les autres. Les coopératives, ça en fait partie. Et en même temps, on sait qu'on a différents niveaux de coopératives. Donc, comment on aborde cette question des coopératives agricoles? Ce que je vous propose, c'est peut-être sur cette première question de laisser Henri Roulier et Jean-Louis Lecourbe répondre, et puis ensuite de redonner la parole à Jean-Louis, Stella et Arash sur les autres séries de questions ou sur d'autres questions que vous avez pu voir sur les réseaux également. Jean-Louis Lecourbe, Henri Roulier, je ne sais pas lequel des deux veut intervenir. Si vous vous connectez. Hop. Henri, je te laisse la parole si tu rallumes ton Vous m'entendez? Ce sera mieux comme ça. Non, mais je veux bien installer d'une part sur les suicides en agriculture. C'est vrai que là, je recherchais la question là, qui a été envoyée par rapport au rapport qui a été réalisé de médecins là, sur les suicides et les difficultés. C'est vrai que c'est une véritable question par rapport au nombre, disons, d'agriculteurs qui se suicident. Et malheureusement, je dirais, ce rapport tel qu'il a été rédigé, c'est vrai qu'il il a 90 pages. On l'a, au niveau de solidarité paysan, c'est vrai qu'on l'a trouvé, je dirais, un petit peu. L'analyse est bonne, mais seulement dans les propositions, il n'y a pas grand-chose de proposer d'une manière très, très concrète. C'est vrai que bon, c'est quand même un rapport national, donc on peut quelquefois ne pas trouver ce que l'on souhaiterait lié à notre analyse ou notre peut-être psychologie régionale ou départementale. Mais on s'attendait, c'est vrai, à des choses plus précises, des orientations peut-être plus précises et surtout en matière, disons, d'accompagnement
où il y a des choix qui auraient pu être faits. Nous, on a fait le choix, c'est vrai, de l'accompagner, un accompagnement de proximité. Ce n'est pas toujours vrai dans certains départements. C'est pas toujours vrai au niveau de certaines associations. Personnellement, moi, mon téléphone, il est ouvert, je dirais, en permanence, hein, et s'il est un agriculteur souhaite me contacter, ou contacter les bénévoles même à 20h ou à 21h, ben, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas toujours vrai pour d'autres. Et ça, je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être à l'écoute et bien mesurer le poids pour certains de ce qu'ils vivent et de leur isolement, de leurs difficultés vraiment importantes, disons, dans ces moments-là. Sur les coopératives agricoles, eh bien, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sera peut-être plus mon sentiment personnel que le sentiment de solidarité paysan qui s'interroge quand même sur certaines coopératives. Mais puisque dans l'Ouest, nous avons quand même des très grandes ou très grosses coopératives, mais qui fonctionnent toutes avec, je dirais, des branches spécialisées, indépendantes à l'intérieur de ça. Et si bien qu'on a, à mon sens, perdu un petit peu cet esprit qui était la coopérative, l'esprit dans lequel elles ont été créées et qui mériterait aujourd'hui, je pense, se retrouver, que l'on retrouve d'ailleurs aussi certaines dans d'autres, avec des dimensions différentes, avec des approches plus limitées, plus locales, avec ce que l'on peut retrouver ou ce qu'on a retrouvé aussi d'une manière plus importante lorsque les climats sont repartis se sont renouvellement créés dans les années 80 et qui sont dans la proximité. Alors, je ne dis pas qu'elles répondent toutes d'une manière très positive à l'ensemble des agriculteurs. Là aussi, il y a une certaine indépendance de chaque structure, mais ça fait partie quand même de la coopération de proximité qui, à mon sens, faudrait qu'il soit retrouvé aussi par d'autres entreprises de dimension nettement plus importante et ou pour que l'agriculture et les agriculteurs soient le centre, disons, de ces structures-là et non pas seulement une question de marché. Et c'est vrai que là, je le dis, cette position-là est une position plus personnelle que la position de solidarité paysan, même si, dans certains cas, lorsqu'il y a des actions réalisées par Solidarité Paysan au niveau régional, national, eh bien, il est souhaité que certains financements ne soient pas demandés à des groupes qui ont tendance plutôt à enfoncer, disons, certains agriculteurs que de les sortir de l'eau. Merci Henri. J'avais une petite question. Vas-y, je t'en prie, Brigitte. J'avais une petite question là justement sur ce mal-être des agriculteurs dont a parlé d'ailleurs Stella Dupont par rapport à leur image, mais est-ce que ça n'a pas été, c'est pas dû non plus à une coupure avec les consommateurs et une forme de solitude aussi. On le voit par exemple avec le Covid, là en ce moment, où le télétravail, le fait de rester chez soi, en famille, dans le même cercle, pose des problèmes aussi, hein, d'ordre social, familial. Est-ce que donc ce manque de relation avec le consommateur n'est pas lié aussi à ça? Je ne sais pas si Jean-Louis a deux éléments là, disons, par rapport à ça. On pourrait dire que l'agriculture, elle a eu des relations avec les agriculteurs, si on reprend un petit peu l'histoire, jusque dans les années 60-70 directement, où il y avait la majorité des productions qui étaient vendues, alors soit sur le marché, mais soit autrement très localement. Et ensuite, lorsqu'il s'est mis en place un certain nombre, disons, de structures plus importantes, que ce soit des coopératives d'ailleurs ou des industriels, là, il y a eu un niveau de production qui s'est mis en place d'une manière plus importante, qui ne pouvait plus être négocié ou travaillé localement, je dirais, ou très localement. Et de ce fait-là, c'est vrai, il y a eu un éloignement, disons, des
des producteurs. Parallèlement à ça, c'est vrai, il y a eu un certain nombre de, je dirais, alors je ne sais pas si on peut dire des contraintes, mais des obligations aussi bien sanitaires, réglementaires ou autres qui se sont fait jour et qui éloignaient encore davantage, disons, les agriculteurs, puisqu'ils ne pouvaient pas individuellement chacun faire ça. C'est-à-dire, c'est possible si on n'a pas de produits transformés. Et, par exemple, si on fait un marché de légumes, ça peut encore, on peut avoir, disons, le rapport avec au niveau local très, très facilement. Si on fait, disons, des produits transformés, c'est quand même nettement plus difficile. Il y a plus de contraintes, aussi bien sanitaires que réglementaires. Et ça oblige, disons, alors soit à se regrouper à un niveau plus local. On a vu un certain nombre de, je dirais, de transformation des laboratoires, disons, de transformation aussi bien bovins, porcs ou autres qui sont mis en place. Mais autrement, c'est vrai que ça demande des investissements plus importants. Et il y a eu sans doute à un moment donné, les agriculteurs ont laissé cette partie-là je dirais, aux industriels ou aux coopératives qui se sont mis en place et qui se sont développés. Merci, merci Henri. Alors c'est frustrant, hein, je vois l'heure qui avance. Il y a beaucoup de questions. Encore une fois, l'objectif ce soir, c'est d'amorcer l'échange et d'amorcer le débat. Je laisse la parole à Jean-Louis Lecourbe en vous remerciant, et j'en profite, Henri également, et Louis Lecourbe, de votre participation et de vos interventions pour nous aider aussi à construire ce projet. Jean-Louis. Oui, eh bien, si vous m'entendez, parce que ma vidéo ne fonctionne pas. Donc, pour répondre aux deux questions, la réponse est relativement simple. Sur le suicide à Terre de Liens, nous avons une très grande proximité avec les fermiers Terre de Liens, puisque l'on participe à leur installation, au montage de leur projet, à leur installation, ce qui fait que même par la suite, les fermiers Terre de Liens restent les amis des sociétaires et des membres de l'association. Ce qui fait que le suicide, eh bien, on y est extrêmement sensible par les cas que l'on connaît, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé chez les fermiers Terre de Liens et, comme on dit, Dieu merci. Pour ce qui est des coopératives agricoles, eh bien, ce que j'ai tendance à dire très souvent, c'est que historiquement, les coopératives agricoles ont été montées par des paysans, par des agriculteurs pour, disons, acheter mieux leurs intrants, tous les produits dont ils avaient besoin, et puis vendre mieux aussi leur production. Les coopératives agricoles ont inévitablement grandi pour faire poids par rapport à leurs, disons, soit clients de produits, soit aussi fournisseurs. Ce qui fait que petit à petit, les acteurs opérationnels des coopératives agricoles ont pris le pouvoir sur les acteurs élus. C'est-à-dire que quand j'interroge des agriculteurs qui se plaignent de leur coopérative agricole et je leur dis « mais qu'est-ce que vous pouvez dire en réunion de section locale ?» Eh bien, les gars me disent bah, « on ne peut pas dire grand-chose parce que les techniciens, les ingénieurs et les dirigeants opérationnels de la coopérative agricole nous noient sous un discours technique qui fait qu'on est désarmé. » Ce qui fait que certains d'entre eux délaissent leur coopérative agricole au désespoir de leurs parents qui ont souvent été créateurs des coopératives et délaissent la coopérative au profit des négoces, disons, qui étaient pourtant partis pour perdre beaucoup de place en agriculture. Voilà ma réponse sur ces deux questions. Merci beaucoup de cette contribution précieuse. Les chambres d'agriculture, et puis de manière globale, peut-être un mot de conclusion. J'ai Jean-Louis Belliard a pris la parole tout à l'heure en premier, suivi de Céla Dupont et Arachedi. Je propose que ce soit en sens inverse pour la conclusion. Arach. Oui, d'un mot rapide, hein, si j'ai bien compris. Pardon. Hop, voilà. D'abord pour remercier Grégory et l'Anjou en Action pour l'invitation, vous tous pour votre présence et saluer également, parce que je crois que tout à l'heure j'ai même pas eu le temps de le faire, Stella et Jean-Louis, les deux Jean-Louis d'ailleurs.
et Henri également. Je voudrais rebondir moi sur la dernière question de Brigitte en conclusion, parce qu'effectivement, je pense que ce lien entre l'agriculteur et le consommateur, il est prépondérant. Tout à l'heure, je l'ai esquissé vite fait en disant que les collectivités devaient donner l'exemple vis-à-vis du consommateur. Et ça rejoint un peu la même question. Une fois que le consommateur, on l'a convaincu d'aller vers des produits de qualité locaux, il faut qu'il puisse le faire. Et c'est là où la collectivité peut intervenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les collectivités aident et l'agriculteur et le consommateur à se rencontrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire, il y a des marchés. Nos rythmes de vie aujourd'hui font qu'on ne peut pas forcément aller faire ses courses le mercredi matin entre 8h et midi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens, c'est pas qu'ils ont envie d'aller au supermarché, qu'ils n'aiment pas les produits frais, c'est qu'ils font leurs courses entre 19h et 21h, pas trop loin de chez eux, faut qu'ils... Et puis dans un lieu où ils retrouvent à peu près tout, et sans avoir à se balader de stand en stand. L'idée d'avoir des sortes de halles coopératives dans chaque ville où c'est l'ensemble halles qui assure la vente, parce que tous les producteurs à qui on a discuté nous ont dit « mais moi, mon métier, c'est pas la vente, je ne peux pas passer ma journée à faire de la vente ». Mais en revanche, si on se regroupe et que dans ces halles, chacun peut accéder à des produits qui ont été entre guillemets triés, c'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir des produits locaux de qualité, la vente elle est assurée par un groupement et où le consommateur peut aller dans ces endroits à n'importe quelle heure, enfin c'est n'importe quelle heure jusqu'à 21h par exemple. Je ne dis pas que la solution économique elle va venir de là, mais la solution symbolique elle peut venir de là. C'est-à-dire que votre consommateur il s'habitue quand même à une certaine qualité de produit. Et ensuite, ailleurs, il va pousser vers cette qualité-là. Il va de plus en plus exiger cette qualité de produit-là et toute la chaîne, vous l'influencez. Donc effectivement, je te rejoins Brigitte, un des nœuds du problème réside dans la relation entre le consommateur et le producteur. Et quand on aura convaincu le consommateur qu'il a tout à gagner à acheter des produits frais, de qualité et produits pas très loin de chez lui, avec une juste rémunération de l'agriculteur, eh bien, on aura gagné la bataille. Merci à vous et bonne soirée. Merci Arash, bonne soirée à toi. Stella, je te donne la parole. Oui, merci très vite. Alors c'est vrai que comme il y a eu beaucoup de questions, j'aurais envie d'évoquer plein de points. J'essaie de faire vite. Premier point, c'était plutôt en réponse à Arash tout à l'heure, que je salue également, sur la question de la digue des 3% de déficit qui, en définitive, n'existerait pas. Je ne partage pas cette analyse. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France, mais les États, en tout cas en Europe, parviennent à être à la hauteur des enjeux et à avoir des plans de relance conséquents et des plans de soutien surtout conséquents, eh bien c'est parce que l'Union européenne et la BCE, la Banque européenne en particulier, est là pour prêter ou pour garantir la dette de ces pays. Et c'est pas tant, c'est vrai, peut-être le niveau du déficit qui doit être notre ligne de mire, c'est la capacité des États à rembourser. Je crois que ça reste quelque chose de fondamental, même si, objectivement, tout ça est re-questionné dans le cadre de cette crise sanitaire majeure, mais dire voilà, qu'on ne doit plus tenir compte du déficit annuel, ça me semble, à titre personnel, difficile. Deuxième point, on m'a interrogé sur une cellule qui s'appelle Déméter, dont le nom d'ailleurs est mal choisi parce qu'elle fait référence à une organisation d'agriculteurs bio aussi, vignerons d'ailleurs. Donc je trouve que c'est pas top, j'avais réagi d'ailleurs. Mais bref, c'est une cellule de renseignement auprès du ministère de l'Intérieur et je comprenais dans l'intervention de la personne sur Facebook qu'elle était critique quant à cette volonté de surveiller, en tout cas, les militants divers et variés. Donc, moi, je suis très attachée à nos libertés fondamentales et c'est aussi pour cette raison que j'ai voté contre la loi sécurité globale tout récemment. Mais il n'empêche que
lorsque des gens s'introduisent dans les propriétés privées des agriculteurs, des éleveurs, lorsqu'il y a des dégradations, lorsqu'il y a tous ces phénomènes assez violents en définitive pour les agriculteurs, je crois que c'est normal que l'État français y regarde de plus près, parce que le militantisme, j'y suis tout à fait favorable, mais dans le respect des droits et de nos droits ici en France. Vous m'avez interrogé aussi sur les néonicotinoïdes et le fait que nous ayons été amenés, en tout cas moi j'ai voté la possibilité d'autoriser de nouveau ces néonicotinoïdes sur les betteraves sucrières dans une région bien déterminée et sur une durée déterminée, parce que bon, il y a un problème sanitaire sur ce secteur et de mon point de vue on n'avait pas de solution satisfaisante par ailleurs, donc j'ai accepté qu'on déroge ponctuellement, mais partout ailleurs et pour toutes les autres cultures, ce produit reste interdit dans notre pays et c'est une décision, je crois, qui date de 2016. Donc la volonté politique, je pense que c'est essentiel, il faut l'avoir. Lorsqu'aujourd'hui a été présenté un plan pollinisateur pour protéger justement les abeilles, un plan qui est exigeant et difficile et contraignant, notamment pour les arboriculteurs, et l'Anjou est très concerné, et bien là aussi, il y a une volonté politique d'être ambitieux en matière de protection de notre environnement. Où je donne un autre sujet, lorsqu'on met 100 millions d'euros sur la table pour développer les protéines végétales dans notre pays et faire en sorte qu'on arrête d'acheter à l'autre bout du monde du tourteau de soja, par exemple, pour nourrir le bétail, ou lorsqu'on arrête d'acheter des lentilles dans un autre pays d'Europe ou d'Amérique pour nourrir les Français, eh bien, je pense que ce sont des décisions politiques fortes qui vont faire levier et qui vont contribuer là aussi à orienter la politique, l'agriculture et les cultures de demain. Donc, bien entendu, tout est question de volonté politique. Après, les appréciations sont diverses et variées, bien entendu, mais je pense qu'en matière d'agriculture, chaque niveau doit être à la hauteur de l'enjeu, que ce soit l'enjeu européen, le niveau européen, l'État français, bien entendu, les régions, les départements, les collectivités, les communes, mais aussi, bien entendu, les citoyens, les agriculteurs, on doit tous être mobilisés parce que c'est de notre santé, et j'en reviens au point par lequel Jean-Louis Belliard a commencé, c'est-à-dire c'est sur notre assiette. Derrière la politique agricole, il y a bien entendu la qualité de notre assiette. Et ça, c'est essentiel. Merci. Merci Stella de ta contribution et de ta présence. Jean-Louis, je te cède la parole avant un très rapide mot de conclusion. Merci Jean-Louis. Rapidement, répondre à deux, trois choses. Sur les chambres d'agriculture, puisque la question a été posée sur le mode de gouvernance des chambres d'agriculture, il y a sans doute des choses à revoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, les élus, quels qu'ils soient, qu'ils soient régionaux, départementaux, élus municipaux, c'est important de travailler avec les chambres d'agriculture et les considérer comme des interlocuteurs. Mais les chambres d'agriculture ne doivent pas être nos seuls interlocuteurs. Et il faut notamment qu'on reconnaisse l'ensemble des interlocuteurs et la pluralité de la représentation syndicale agricole. C'est important qu'on puisse à la fois travailler avec les chambres d'agriculture qui sont des chambres institutionnelles, mais aussi être à l'écoute de l'ensemble des interlocuteurs et de l'ensemble du monde agricole. Tout ne doit pas repasser par les chambres d'agriculture. Petite chose aussi sur ce qu'a dit Stella Dupont tout à l'heure, sur le fait qu'il ne faut pas opposer les agricultures. Alors, moi je ne suis pas pour opposer les agricultures, mais on est à un stade quand même où il faut faire des choix. Il faut accepter de faire des choix. Alors, je le dis, mais je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un rapport qui est sorti il y a environ un an, qui a été sorti par l'Institut du développement rural et des relations internationales. C'est un institut indépendant, mais qui est financé aussi par des grandes entreprises qui ne sont pas forcément des gens qui sont de mes sensibilités politiques, mais ces grandes entreprises, notamment Valeo, je pense à Valeo, disent la même chose. C'est-à-dire qu'on a des choix politiques à faire et on a des choix dans nos modèles agricoles à faire. Et pour prendre un exemple,
qui a été évoqué à l'instant sur celui des nicotinoïdes. Pourquoi on n'arrive pas à se passer de certains pesticides? Parce qu'on a un modèle agricole dans certaines zones où on est sur des monocultures. Et la monoculture, c'est à la fois agronomiquement quelque chose qui ne tient pas debout, parce qu'on appauvrit les sols, mais la monoculture, ça fragilise aussi les agriculteurs parce qu'ils sont très fragiles vis-à-vis des aléas. Et comme je le disais, ça ne permet pas de se passer des pesticides. Donc, moi, je n'oppose pas les agriculteurs. Je dis qu'il faut avoir une mutation complète des modèles agricoles. Et c'est parce qu'on aura une agriculture qui sera plus économe en intrants, moins d'eau, moins de pesticides, que cette agriculture, elle permettra de dégager des revenus supérieurs. Alors, peut-être qu'Henri aurait pu nous éclairer là-dessus, mais on a quand même beaucoup d'agriculteurs que je connais qui étaient en difficulté et qui arrivent à redresser la barre en s'interrogeant sur leur système de production. Donc, c'est parce qu'on aura une agriculture qui sera plus écologique et parce qu'on mettra en phase l'agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? Alors, je ne vais pas vous faire une définition longue. L'agroécologie, c'est avoir des productions qui soient en adéquation avec les surfaces cultivées. Si on demande au sol ce qu'il est capable de produire, ça coûte moins cher, c'est mieux pour l'assiette du consommateur, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour le portefeuille du consommateur et de l'agriculteur. Donc voilà, essayons d'étendre ce concept simple. Demandons aux sols ce qu'ils sont capables de produire, ni plus ni moins. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci. Merci Jean-Louis, merci Stella, merci Arash, merci Jean-Louis Lecourt, merci Henri Roulier. Je voulais en profiter aussi pour saluer et remercier à la technique, comme on dit, Axel Lambert et Sarah Bagour. C'était notre premier atelier, j'allais dire Zoom et Facebook Live. La séquence nous y oblige. On a pris beaucoup de notes avec Brigitte ce soir. On a eu un atelier très intéressant, intéressant, riche. Juste rappeler pour conclure que chacun peut contribuer sur la plateforme www.l'enjouenaction.fr, une plateforme collaborative où l'objectif, c'est de poser simplement une réflexion, même si elle n'est pas aboutie, il n'y a pas de jugement. L'objectif, c'est que cette première réflexion puisse en amener une deuxième, une troisième, une quatrième. Le programme qui sera présenté sera voté par l'ensemble de ceux qui s'inscriront sur la plateforme. C'est l'ensemble des contributeurs qui décideront du projet qui sera présenté devant l'ensemble des électeurs après des ateliers et des forums pour préciser aussi ces propositions. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on soit construit. Juste, la démarche des élus solidaires, écologistes et citoyens de l'Anjou en Action, c'est quoi? C'est pas de se positionner en étant des supporters de tel ou tel candidat ou futur candidat à la présidentielle, de ne pas se positionner non plus par rapport aux autres, à telle ou telle force politique qui serait au niveau régional, sans doute plus à droite, même si on a des divergences fortes. L'objectif de l'ensemble de cette démarche et de l'ensemble de ces ateliers, c'est de se positionner par rapport à nous-mêmes, de savoir ce que l'on veut, de ce que l'on défend, ce que l'on porte, et de le construire avec toutes celles et tous ceux qui veulent travailler à nos côtés. Ce n'est pas qu'un mot, parce que quand on propose ça dans l'Assemblée départementale et quand on le mettra en œuvre demain, quand on sera majoritaire, comment être crédible en disant qu'on va le faire demain si on n'est pas capable de le faire au moment de la construction du projet? C'est ça l'objectif de cette démarche. Merci encore pour votre participation ce soir. Et puis, prochain échange, certainement sur d'autres sujets. On pense notamment à l'emploi, avec l'articulation autour de l'insertion, la formation, et puis d'autres ateliers qui continuent d'avancer sur le handicap, sur l'autonomie, sur l'environnement, sur l'habitat, sur tout un tas d'autres sujets qui sont plus directement liés aux compétences départementales. Merci à vous et encore une fois, bonne soirée. À tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. merci à tous. Bonsoir à tous. Au Merci. revoir. Au revoir.